Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de parler avec mon ami Stéphane Gasse, un homme qui est dans les médias depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans je crois. On va lui demander tout ça, puis s'il y a bien une personne pour qui le français est très important, c'est bien mon ami Monsieur Gasse. Comment va-t-il? Il va très bien, et lui-même. Il va bien. Que tu vois, déjà on respecte les règles du français, Laurent, c'est formidable. C'est quelque chose. Quand même, je parle à la troisième personne, c'est un peu étrange. Mais je veux parler un peu de ton cheminement. Toi, tu t'es lancé dans le monde des médias à quel âge exactement? Écoute, j'avais 15 ans. OK. J'avais 15 ans lorsque j'ai eu la chance, la première fois, de parler dans un micro, dans une station de radio. Mais à la base, moi, depuis aussi loin que je puisse me souvenir, c'est ça que je voulais faire. Je vois encore ma mère, j'étais tout petit, j'avais peut-être 3 ans, qui s'étirait le bras pour allumer le petit poste de radio qui était accroché avec une vis sur le côté de l'armoire dans la maison chez nous en Gaspésie. Puis elle allumait la radio, puis on écoutait, il n'y avait pas de station encore chez nous. Moi, je viens de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Il y avait pas, la station de radio n'existait pas encore. Et on écoutait le poste de Matane. OK. Il me semble que les lettres d'appel, c'était CKBL. Et mon souvenir le plus lointain de la radio, c'est donc ma mère, le matin, qui s'étire le bras pour allumer, tourner le piton, puis que ça se mette à jouer. Et le gars qui parlait à la radio, c'était Robert Gillet. OK, quand même. Robert Gillet était à ce moment-là animateur à CKBL Matane. C'est une station AM, évidemment. Et déjà, à l'époque, il était connu pour les insolences de téléphone qu'il faisait. C'est ça qui te rejoignait, toi? Ça me rejoignait, j'avais 3 ans. Là. OK. Tu sais, c'est mon souvenir. Déjà? Mais ça berçait un peu... Ça a bercé un peu l'enfance, tu sais, d'écouter ça, puis de voir que dans une petite boîte, il y avait quelqu'un qui parlait qu'on voyait pas, et qui nous racontait des histoires, qui faisait des blagues, qui disait des choses, puis c'était fascinant. Tu sais, veux pas, là, mais évidemment, dans l'ère d'aujourd'hui, avec, évidemment, tout le matériel technologique dont on dispose. Les différentes plateformes numériques. Évidemment, tu sais, ça a plus la même saveur, puis ça a plus le même... C'était magique. Voyons, Laurent, une boîte grosse comme un paquet de cigarettes, tu tournes un petit piton là-dessus, puis ça se met à parler. C'était incroyable. Et en plus, comme je te dis, moi, je suis de la Gaspésie. Chez nous, il y a un accent. Chez nous, les gens, peut-être un peu moins maintenant, mais je te dirais... À l'époque, l'accent était recul d'une quarantaine, cinquantaine d'années. J'ai 54 ans. Tu vois, ce dont je te parle, c'était au début des années fin 60, début 70, quelque chose comme ça. Je dirais que l'accent était quand même encore plus prononcé qu'il ne l'est maintenant. C'était un peu moins métissé que ça peut l'être maintenant. Il y a moins de monde de l'extérieur qui venait s'installer. Fait que puis on était un peu moins exposé probablement aussi aux Français peut-être différents de ceux du nôtre. Alors, c'est sûr que l'accent était beaucoup plus prononcé. Mais est-ce que c'était Donc, j'entendais quelqu'un qui n'en avait pas et qui parlait un français impeccable. Parce que peu importe la radio où tu te trouvais à l'époque, évidemment, les standards du français étaient très élevés. Donc, je sais pas si tu me vois venir, ça signifie que la première radio à laquelle moi j'ai été exposé, c'est la radio dans laquelle, oui, on peut rire, oui, on peut dire des choses drôles, niaiseuses, puis comiques, puis tout ce que tu voudras, mais toujours en respectant les règles du français. C'est ça, il y avait pas, disons qu'il y avait pas beaucoup de parler en joual, c'était plus rare. Zéro. Il y en avait zéro? Zéro. Okay. Je ne me... tu sais, il pouvait en avoir, par exemple, lorsque on reprenait, par exemple, je sais pas moi, un radiothéâtre. OK. Remarque ça, j'y étais un petit peu moins exposé, mais dans les radiothéâtres, tu pouvais par moment avoir des textes en joual. Mais c'était très, très rare. Très, très rare. Règle générale, puis les standards, comme je te dis, puis il y avait une question de bienséance, j'imagine, à l'époque aussi, qui faisait que on ne pouvait pas, mais à la télévision, t'en avais pas non plus. Non, là. C'était ultra rare. Même les parties de hockey, etc., c'était dans un français impeccable. Des fois, c'est pas tout le temps impeccable. Mais c'est certain que lorsque c'était des anciens joueurs, peut-être que des fois, c'était peut-être un petit peu plus ardu. Mais... Les plus vieux se souviennent peut-être de Gilles Tremblay, paix à son âme, un bon vieux monsieur de Beauport, qui était un ancien joueur des Canadiens de Montréal et qui, à un moment donné, a mis fin à sa carrière, je pense pour des raisons de santé, je me rappelle pas exactement, et qui est devenu analyste avec René Le Cavalier. René Le Cavalier parlait un français châtié.
Tu sais, vraiment, là, comme s'il avait été une sorte un ressortissant de l'Académie française, il était absolument parfait, impeccable. Mais toi, ça, et est-ce Gilles que ça te Tremblay fascinait? était pas... Ben oui, Toi, c'est absolument. ça? Ouais. Tout à fait. Tu sais, comment... et je ne sais pas si tu as entendu René Lecavalier décrire les matchs de hockey. Oui, c'est déjà Bon. arrivé. Ben, Pas en direct, là, pas à l'époque. Là. On va comprendre que alors, tu vois, moi, je n'avais pas l'âge. Ça trahit mon âge avancé. Moi, j'avais l'âge. Et c'était le maître. Cet homme-là décrivait un sport pour lequel il n'y avait aucune terminologie française. Ça n'existait pas. Il a donc écrit lui-même toute l'espèce de lexicographie qu'il a fallu pour qu'on puisse s'y référer. Maintenant, il y a des mots que tu utilises lorsque tu parles de hockey qui ont été inventés par René Lecavalier. Alors, c'est pas rien, là, quand tu y penses. Alors, c'était très impressionnant. À l'époque, on en était peut-être un peu moins conscient, mais avec le temps, évidemment, j'ai fini par saisir ce bout-là. Vous en étiez moins conscient parce qu'à l'époque, vous étiez moins exposé aussi à l'anglophone, tu sais, la version anglophone. On n'en avait pas. Il y en avait, en tout cas, dans mon coin, il n'y en avait pas. On avait un poste de TV et un poste de radio. Et souvent, des fois, l'un comme l'autre, le meilleur poste, c'est quand c'était fermé. Là, tu sais, les meilleures émissions, c'était quand on regardait pas. Mais bref, lorsque Gilles Tremblay est arrivé, Gilles Tremblay, évidemment, c'est un petit gars de Courville. Fait que c'est sûr que il n'était pas habitué aux standards quand même assez élevés de Radio-Canada à l'époque. Alors, je te jure que ça jurait avec René Lecavalier et il a fallu que cet homme-là apprenne littéralement à parler français. Même si le français avait toujours été sa langue maternelle, tu sais, pour décrire quelque chose, pour avoir une espèce d'esprit de synthèse, pour trouver les bons mots aux bons endroits, Gilles Tremblay est devenu un homme exceptionnel qui s'exprimait dans un français absolument impeccable. Mais au début, c'était pas le cas. Tu sais, fait que ça aussi s'enseignait d'une certaine manière. Moi, j'étais un petit cul de la Gaspésie qui avait le langage de mon coin, les expressions puis les tournures de phrases un peu fautives. Puis, d'un côté, j'étais exposé à l'excellence, genre René Lecavalier, et j'étais exposé aussi à quelqu'un qui avait appris à se rendre à ce niveau-là. Fait que ça me disait, quelque part, c'est possible. Quand, à un moment donné, je me suis mis, plus tard, à rêver à faire ce job-là, j'ai compris qu'il fallait aussi que je me débarrasse de mon accent, puis que j'apprenne à parler correctement. Puis Gilles Tremblay, veut pas, a été une sorte de modèle pour moi, parce que si ça avait été possible pour lui, c'était clair que ça serait possible pour moi. Est-ce que est-ce que ça t'a causé une certaine crainte de te débarrasser de ton accent? Absolument. Je m'explique, tu sais, est-ce que tu disais pas, tu sais, je vais me dénaturer un peu, Ben, ça risque d'être plus difficile de discuter en ondes? Je peux te dire que mes amis avaient beaucoup de difficultés avec ça. C'est ça. Parce que soudainement, je me suis mis à parler en prononçant toutes les lettres de tous les mots, toutes les consonnes, toutes les voyelles, toutes les syllabes, en conjuguant les verbes correctement. J'ai réduit un peu mon niveau de juron. Ça, je me suis bien repris depuis, mais tout de même, tu sais, puis je me suis mis à utiliser des expressions correctes. En français, correct, parce que je voulais... Certaines personnes de ton entourage disaient il s'attire un rang, et regarde, il est devenu un peu prétentieux. Disons qu'il utilisait un mot d'église pour ensuite me traiter de prétentieux. OK. C'est quoi, là? Il y a le français. Puis bon, évidemment, toutes ces affaires-là, je les ai toutes entendues. Mais, tu sais, à quelque part, Laurent, j'étais résolu. Tu sais, je voulais... Je comprends que maintenant, et moi, je trouve ça déplorable, les standards ne sont plus les mêmes qu'ils étaient. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que ça a permis à la radio de se rapprocher un peu plus de son auditoire. Je ne sais pas, je vais laisser ça à ceux qui s'y connaissent davantage. Mais tout de même, à cette époque-là, c'était comme une forme de passage obligé. Tu ne pouvais pas t'imaginer prendre l'antenne si minimalement tu ne maîtrisais pas la langue. Ça, c'était essentiel. Puis c'était, une pression certaine pour plusieurs. Tu sais, j'aurais pu, bien sûr, comme d'autres ont fait, rester chez nous, puis, tu sais, me contenter du niveau que j'avais, puis composer avec ça, et mener une vie tout à fait correcte, puis, tu sais, trouver mon compte quand même. Mais j'avais de l'ambition. Moi, je voulais aller ailleurs. Je ne voulais pas qu'on me distance des autres parce que j'avais un accent ou parce que mon niveau de français n'était pas suffisant. Alors, j'ai travaillé pour Mais tu voulais aussi, l'améliorer. Tu sais, comme les premières fois que tu as travaillé entre autres pour Radio-Canada. Oui. En partant, Radio-Canada exige toujours un niveau de langage, disons... J'étais un annonceur. OK. Ça n'existe plus maintenant parce que, bon, il y a eu toutes sortes de refontes. Là, je vous épargne les détails syndicaux de l'affaire, mais à une certaine époque, à Radio-Canada, les seules personnes qui avaient le droit de parler à l'antenne étaient soit les annonceurs ou encore les journalistes.
OK, puis quand tu dis annonceur, c'est quoi? C'est animateur d'aujourd'hui? Non, c'est pas la même chose. Non, je t'assure. Puis je peux te dire que j'ai eu quelques griefs pour me le rappeler dans ma vie. Mais bon, évidemment, j'ai oublié de dire les animateurs, bien sûr. Alors, tu avais les annonceurs, les animateurs et les journalistes. C'est tout. Personne d'autre ne pouvait aller à l'antenne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les rôles étaient très définis. Les journalistes, évidemment, s'occupent du contenu, information. Vont lire, pas lire les bulletins de nouvelles, les écrire. Et vont faire des reportages, vont aller au-devant de la nouvelle, vont aller, je sais pas, me rencontrer les politiciens, poser des questions. Une certaine forme de recherchiste. Exact. Ben voilà. Alors ça, c'était le travail de journaliste. Les animateurs, bien sûr, animaient. Bonjour, comment ça va? Puis bon. Mais les animateurs ne faisaient aucune entrevue. Parce que c'était consacré et c'était réservé aux journalistes. Tu avais les annonceurs, dont moi j'étais. Et nous, notre travail, c'était d'annoncer, de lire. Alors, moi, je m'installais dans un espèce de petit cubicule, encore plus petit que celui-ci. Oui. Comme si c'était Dieu possible. Et j'avais un casque d'écoute, puis un micro en avant de moi, puis un petit bouton ouvert-fermé. Et on m'apportait des textes, et mon travail consistait à lire ce qui était écrit sur la feuille. Mais c'était essentiellement. Ça peu importe de quoi il s'agit. C'était à peu près n'importe quoi. C'était de la publicité. Voici la météo pour la région de, je sais pas moi, Montréal aujourd'hui, blablabla, blablabla. Et là, je disais la météo, puis c'était enregistré, puis ça passait à l'autre affaire. Cette semaine, à la semaine verte, telle affaire, tel reportage sera présenté, puis bon. Puis ensuite, c'était ne manquez pas les enfants en picotine avec, je sais pas. Tu sais, c'était toutes sortes d'affaires qui pouvaient être autant des bulletins de nouvelles que des annonces promotionnelles ou encore une narration, par exemple, la traduction d'un reportage en anglais ou dans une autre langue. Il fallait mettre la voix du traducteur. C'était les annonceurs qui faisaient ça. Alors, mon travail était donc de faire ça, de lire littéralement ce qui était inscrit sur une feuille. Tu penses pas, tu réfléchis pas, tu n'écris rien, tu lis. Tu n'es qu'une voix. Et ça, ben, ça t'oblige évidemment à être parfait. T'as pas le choix. C'est ça. Il faut savoir lire. C'est ça. Il faut comprendre. Il faut évidemment que le texte soit écrit parfaitement. Mais les personnes qui écrivaient les textes à la rédaction aussi devaient avoir un français impeccable. C'était essentiel. Et je t'assure, tu parlais des niveaux de standards de radio, des standards élevés de Radio-Canada à l'époque. Les niveaux, effectivement, étaient très élevés parce que, pour ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il fallait, par exemple, qu'un journaliste écrive dans une langue impeccable pour qu'un annonceur qui n'avait pas tout à fait lu le texte en question, qui n'était pas au courant de la nouvelle, comprenne à la première lecture de quoi il s'agissait pour lui donner le bon ton. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Alors, donc, ça t'oblige à un standard. Si tout le monde travaille avec des standards hyper élevés, ben, il y a peu de risques dans ce temps-là qu'on se trompe. Ça arrive quand même, mais ça arrive beaucoup moins. Et donc, ça t'oblige, lorsque toi, t'es la voix derrière tout ça, ça t'oblige à comprendre du premier coup ce qui se passe. Et donc, à te fier puis aux bases du français et pour ton excellente connaissance de la langue, puis de la ponctuation, puis toutes ces choses-là, là, tu sais, c'était essentiel. Mais en même temps, tu devais ressentir une certaine fierté d'avoir un tel niveau de français, puis tu sais, d'être... J'ai travaillé fort. C'est ça. J'ai travaillé fort. Ouais, mais au final, quand même... Oh, j'ai eu la chance d'atteindre le niveau escompté assez rapidement. J'avais, presque 20 ans lorsque j'ai commencé à la radio de Radio-Canada. Et oui, à quelque part, tu sais, j'étais un des plus jeunes dans tout le réseau. Puis même apparemment dans une partie de l'histoire de Radio-Canada. Mais disons que tu faisais une faute de français, est-ce que... Oh oui. Ouais, c'est ça. Je t'assure. Les vétérans, disons. Je peux te raconter une anecdote. À un moment donné, c'était non seulement sur la faute de français, bien sûr, s'il avait fallu que j'échappe un si j'aurais. Je sais pas ce qui me serait arrivé, mais j'en aurais mangé une sincère, ça c'est clair. Mais ça allait aussi sur la prononciation et sur la diction, puis sur ces choses. J'en ai beaucoup perdu. Mais à une époque, il fallait absolument avoir, tu sais, en arriver au niveau standard international. Tu sais, on a souvent dit, le français international, oui. Tout ça, ça existe réellement. Et apparemment, il n'y a que nous, au Québec, qui soyons en mesure de l'avoir. Les Français finissent toujours par conserver un certain accent. Les Belges, bon, Mais pourquoi tu laisses... Comment t'expliques ça?
on n'a pas d'accent aussi prononcé, selon ce que je comprends. Là. Écoute, et je ne suis pas un expert là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des linguistes qui pourraient nous corriger là-dessus. Mais ce que je comprends, c'est que les Québécois, ou enfin les Canadiens, français, disons-le, pas de politique, là, ont cette capacité d'atteindre le niveau parfait. Bon, on parlait de René Lecavalier tout à l'heure, je pense qu'il était un excellent exemple de ça. Pierre Nadeau en était un aussi. Simon Durivage en était un. Est-ce que c'était certaines formes de modèles, Absolument. Oui, tout à fait. Pierre Nadeau, particulièrement, une voix magnifique, puis un journaliste exceptionnel et un homme qui était en mesure d'improviser une nouvelle. Tu avais l'impression qu'il lisait un texte et qui, en fait, y allait comme ça en ad-lib. C'était drôlement impressionnant de le voir aller. J'ai eu cette chance-là. Et je t'assure, je ne sais pas si tu te souviens d'un journaliste qui s'appelait Alexandre Dumas, qui était journaliste à Radio-Canada à Montréal. Il faisait, à l'époque, en fait, dans les derniers temps de sa carrière, Alexandre était reporter aux faits divers. Alors, lorsqu'il y avait, par exemple, je sais pas, un incendie majeur, une descente chez les motards, lorsqu'il y avait, je sais pas moi, la mafia italienne qui était frappée par les policiers et tout ça, Alexandre Dumas se rendait sur le terrain et il a été un des premiers à être en mesure de faire des reportages en direct sans se tromper. Là. Il était du genre à aller entendre ce que les policiers avaient à dire, à grappiller de l'information à gauche et à droite. Il lui fallait une petite seconde ou deux pour être capable de rassembler ses pensées et d'aller à l'antenne. Absolument. Mais ensuite, c'est bien d'avoir l'esprit de synthèse, mais encore faut-il avoir l'aisance des mots pour pouvoir le dire sans se tromper et que, à l'autre bout, les gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio comprennent du premier coup ce que tu es en train de leur raconter. Et Alexandre Dumas, comme Pierre Nadeau, comme Simon Durivage, avait cette espèce de facilité, qui n'était pas facile parce qu'on travaillait très fort pour y arriver. Puis j'ai eu la chance de côtoyer Alexandre Dumas pendant un petit bout de temps et je t'assure que ce gars-là en a bavé un méchant coup pour y arriver. Mais une fois que tu possèdes ça, c'est comme n'importe quelle autre habileté. Tu sais, ça se développe et pour peu que tu t'entraînes un peu, et, tu sais, Laurent, que toi, tu es un modèle d'entraînement. Non, entraînement physique, non, effectivement. mais ça devient comme une sorte de muscle, finalement. Alors oui, j'ai travaillé très fort pour y arriver. Je suis très content d'y arriver. Mais j'ai ensuite compris qu'il fallait absolument continuer à travailler parce que lorsqu'une erreur se produisait, évidemment, on se faisait taper sur les doigts. Nous étions l'image sonore de Radio-Canada, nous les annonceurs, alors il fallait absolument être impeccable. J'en ai échappé et je me suis fait ramasser. Mais comme je te dis, c'était pas seulement sur la qualité du français, comme sur la prononciation, la diction, l'articulation et ces choses-là. Et ça, j'en ai bavé un coup. Mais est-ce que tu trouves que aujourd'hui, tu sais, pas juste au niveau de Radio-Canada, mais qu'il y a vraiment un laisser-aller? Je sais pas si c'est un laisser-aller ou si... Moi, j'ai toujours dit que c'est le public qui décide de ces choses-là. Okay. Et je dirais que pour ce qui est de l'articulation, de la prononciation, puis des termes à 14 piastres et tout ça, on a beaucoup réduit nos attentes. Peut-être le dire de cette manière-là. Ce qui demeure encore, à mon sens, inacceptable, c'est les erreurs flagrantes de français. C'est les verbes conjugués au mauvais temps. C'est les expressions qui sont utilisées à mauvais escient. C'est les mauvais termes utilisés pour décrire de mauvaises situations qui font qu'on ne comprend plus. Ça, c'est inacceptable. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'anglicisme? Est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'anglicisme au niveau de la radio, des médias en général? Des médias en général, oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est sociétal. Regarde comment les gens s'expriment de manière... Moi, je pense que la radio a toujours été le reflet de la société dans laquelle elle se trouve. Et les gens s'expriment aussi beaucoup de cette manière-là. Malheureusement, il y a eu une forme de laisser-aller général qui n'est pas uniquement due aux médias, qui l'est un peu, mais qui n'est pas uniquement due aux médias, à mon avis, qui est sociétal, parce qu'on s'est ouvert vers d'autres choses, parce que on a peut-être eu davantage accès à ce qui se faisait, entre autres, au sud de notre frontière. Ça nous a beaucoup inspiré. Et on n'est pas les seuls. Il suffit d'aller en France la France, pour le constater. On regarde leurs propres médias, leurs émissions de TV, de variété, c'est rempli d'anglicisme. Excuse-moi, tout, Laurent. Ouais. J'ai vu en France, la dernière fois que j'y suis allé, il y a quelques mois, des affiches dans le métro de Paris où c'est écrit en anglais seulement. Et ça s'adresse au public français.
Je comprends que Paris est une ville internationale, mais je croirais que la langue première est le français. À moins que je me trompe. Et pourtant, tu sais, je sais pas moi, t'avais une affiche, c'était un peu avant Noël, t'avais une affiche où il était question d'un spectacle quelconque. Tu sais, dans le temps qu'on avait le droit de faire des spectacles avant la COVID, là, bon. Oui. Dans le temps que les rassemblements étaient permis. Dans le temps qu'on pouvait. Bon, ils annonçaient un spectacle pour le temps des fêtes dans une grande salle parisienne et tout ça. Et le texte était écrit en anglais. Tu sais, Christmas is coming. C'était ça qui était écrit sur... Au début, j'ai pensé que, bon, peut-être qu'on le fait dans plusieurs langues parce que Paris est une ville internationale, puis bon, puis tout ça. Et pas du tout. C'était la seule affiche de ce spectacle-là, d'envergure, qui avait lieu à Paris. Et t'as tout plein de commerces qui n'affichent qu'en anglais. Des restaurants disons qu'on regarde, parce que là, on parle beaucoup de Paris, mais disons qu'on regarde Montréal, est-ce que c'est une situation qui pourrait t'inquiéter? Ben, ça l'est déjà inquiétant à Montréal. Il suffit d'y aller pour s'en rendre compte. N'importe qui. Et peut-être que encore là, c'est insidieux. Hein. C'est comme l'eau dans la cave. On s'en aperçoit juste quand on la voit, mais des fois, ça fait longtemps que c'est arrivé. Je crois que la situation, la dérive du français au profit de l'anglais à Montréal, ça fait longtemps que c'est arrivé, puis on commence à peine à s'en apercevoir. Puis on crie au loup avec raison, mais peut-être qu'on crie au loup un peu tard parce qu'on a laissé beaucoup de choses aller. Je reviens à mon propos de tantôt, c'est sociétal. La société a changé, la société s'est intéressée à ce qui se passait ailleurs, ça l'a influencé, et bon, on en voit les effets maintenant. Autant, à une certaine époque, utiliser des termes anglais pour décrire quelque chose était mal vu, autant maintenant, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Si on utilise des termes français pour décrire quelque chose, on se fait regarder un peu de travers. Et même, des fois, on se fait dire, de quoi tu parles? C'est ça, comme si on était un extraterrestre, Absolument. Alors que c'est très clair. Absolument. Et ça, je trouve ça profondément triste à Montréal, à Québec, n'importe où. C'est malheureusement comme ça. Moi, j'ai fait le choix de revenir au Québec il y a à peu près une trentaine d'années parce que j'avais passé 6 ans ailleurs au Canada, dans un milieu anglophone, à Vancouver, Alberta et tout ça. Et j'ai choisi de revenir au Québec parce que je craignais que, éventuellement, je perde la maîtrise du français. C'est très facile de s'assimiler, je t'assure. Là. C'est pas long. Tu sais, je travaillais dans un contexte où le seul endroit où je parlais français, c'était au travail. Dès que je sortais du travail, je ne parlais plus français. Et encore, pendant l'exercice de mes fonctions, j'avais à faire beaucoup de traductions parce que la plupart, tu sais, à peu près toutes nos sources d'informations étaient en anglais et pas d'Internet, alors tu te contentes de ce que tu trouves, des journaux puis des publications qu'il peut y avoir autour de toi. Un milieu anglophone, c'est normal que ce soit surtout en anglais. Les gens qu'on rencontrait, les gens qu'on appelait pour avoir des informations, pour valider des affaires étaient des anglophones aussi. Alors, veux pas, tu te trouves toujours à fonctionner dans une langue qui est autre que la tienne. Et même si ton travail s'exprime dans ta langue naturelle, dans ta langue maternelle, le français, il reste tout de même que toute l'autre partie de ta vie est consacrée à une autre langue. C'est dangereux. Moi, j'avais peur de ça. On avait un bébé qui s'en venait, ma blonde et moi à l'époque, puis on s'est dit, OK, est-ce qu'on veut que nos enfants parlent un français étrange, que leur famille ne les comprenne pas vraiment, puis qu'ils soient toujours un peu pointés du doigt parce qu'ils parlent bizarre, les autres viennent d'ailleurs. T'sais, on voulait pas ça. Alors, on a choisi de revenir au Québec pour ça. Et c'est fou parce que 30 ans plus tard, ce que je constate, c'est que mes anciens collègues, qui, eux, ont choisi de rester là-bas et qui ont eu leurs enfants dans un milieu anglophone, mais bien entouré, avec des gens qui parlaient français correctement, malgré tout, il y a des écoles, puis il y a toutes sortes d'autres moyens de s'arranger. Leurs enfants parlent mieux français que les miens. Ouais, c'est fou. Et pourtant, j'ai été très têteux là-dessus. Ouais, ça, je suis pour te connaître. Je pense que t'en as été témoin un peu. Tu l'as déjà été avec moi. Mais à peine. Est-ce que tu attribues ça au système d'éducation, à l'entourage, encore une fois? Oui et non. Je pense que, il y a eu un élément, à un moment donné, un déclic que j'aurais un peu de difficulté à identifier, qui a fait, par exemple, que notre société a soudainement arrêté de s'inquiéter du fait qu'on utilise des mots anglais pour décrire des choses. Et c'est entré dans notre mode. C'est devenu l'espèce de nouveau normal. Et graduellement, évidemment, ceux qui ont grandi avec cette habitude-là
sont devenus enseignants. Ils se sont mis à enseigner, puis ça les a un peu moins dérangés de voir que des enfants à qui ils enseignaient avaient aussi cette tendance-là à utiliser. Et tu vois, c'est une espèce de cercle un peu vicieux qui nous amène à ça. C'est de la faute à personne, puis en même temps, c'est un peu de la faute à tout le monde, parce qu'on a peut-être été un peu trop tolérant à ce niveau-là. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas suffisamment valorisé le fait de bien parler. Mais ça revient tranquillement. Est-ce qu'il y a des pistes? Moi, c'est ça. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour justement valoriser à nouveau un bon parler français? J'aimerais beaucoup le savoir, Laurent. Je pense qu'on se mettrait riche, toi et moi, si on avait la solution. Mais j'imagine à chacun notre niveau, l'idée, c'est... Mon Dieu, on sait tout ce qu'il faut faire pour être plus mince et pas avoir de problème de cholestérol. Il faut manger mieux. Est-ce qu'on le fait? On sait tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on le fait? Non. Parce qu'on va s'autoriser des choses. Toi et moi, on est assez semblables à ce niveau-là. Là-dessus aussi, je me sens rejoint. Mais c'est la même chose, à mon avis, pour le français. Je pense qu'on est tous conscients que, avant longtemps, si on continue à trop utiliser l'expression anglaise, ou enfin l'expression d'autres langues, l'anglais étant la plus facile pour nous parce qu'on en est entouré, et qu'éventuellement, si on continue à utiliser des termes anglais pour décrire certaines situations, que ça va devenir la nouvelle normalité, puis qu'on s'en rendra plus compte. Alors, il faut avoir cette espèce de discipline-là. Est-ce qu'on va être meilleur avec la langue française qu'avec notre tour de taille? Je l'espère. Je te remercie beaucoup, Stéphane. C'est une conversation très intéressante, mais moi, je crois qu'en même temps, juste d'en parler ouvertement. C'est vrai. Déjà là, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on fait un exercice, enfin, j'ose espérer on vient de faire un exercice intéressant et qu'il y en aura d'autres. Je te remercie beaucoup. Salut. Bonne fin de journée.